Bonjour à tous. Nous avons la chance d'animer la dernière table ronde de la journée, donc merci d'être resté et d'être patient. Elle a pour particularité d'être enregistrée pour diffusion parce que cette table ronde fait partie d'un cycle de conférences Regards croisés France-Québec pour le partage d'expertise en IA santé. C'est un projet qui est soutenu par le ministère des Relations internationales et de la francophonie du Québec et du ministère des Affaires internationales et de l'Europe de la République française. Donc, vous l'avez compris, Dany est canadienne et donc elle se présentera de l'école de l'intelligence artificielle du CHUM, donc en tant que conseillère partenariat et financement. Voilà. Et donc Philippe Martin, je suis cancérologue d'exercice, mais depuis j'ai le rôle de directeur général de l'INES. Donc on va aborder cette table ronde. Il y a eu des transitions déjà effectuées avec la dernière table ronde qui a abordé beaucoup de problèmes. Donc le secteur de la santé qui est un écosystème, vous l'avez vu, le numérique était déjà présent depuis des nombreuses années, dizaines d'années. L'IA et l'IA générative a un peu accéléré la transformation et celle-ci va devenir extrêmement prégnante dans les années futures. Donc avec malgré des difficultés pour l'implantation, à la fois liées à des difficultés techniques, on l'a vu, des réticences aussi des professionnels de santé, voire des administrations, et tout ça pose les problèmes de ce que sera l'exercice et l'organisation des soins dans les années à venir. On pourrait se poser la question de ce que ça deviendra dans les 5 ans ou 10 ans à venir, mais ce futur-là est un petit peu trop important parce que l'accélération est phénoménale. Alors tout ça va imposer évidemment des restructurations, des collaborations nécessaires entre tous les acteurs qu'on a autour de la table et dans la salle. Et bien entendu, tout doit se faire autour du patient qui doit être central, qui doit participer, collaborer, car c'est lui qui est générateur de données. Et enfin, tout doit se faire au profit de ces patients, tant pour améliorer les soins qu'améliorer la prévention et améliorer son bien-être. Ça, c'est essentiel. Donc l'avenir pose évidemment des défis à relever, on l'a vu, que ce soit sur l'interopérabilité, les cybersécurités, les RGPD et tout ça, et surtout pour mettre en place avec l'IA et l'IA générative une médecine prédictive, une médecine préventive qui va être basée sur la génomique, l'épigénomique, etc. Donc on va aborder ces problèmes tout autour de cette table ronde. On a réuni des experts que Dany va vous présenter en tenant compte de la voix, pas directement des patients, mais autour des patients, celle des autorités de tutelle avec la présence de la HAS, le secteur industriel avec Microsoft et enfin le secteur hospitalier et professionnel qui va être représenté par une seule tête, mais combien compétente. Oui, donc nous avons la chance d'avoir des intervenants canadiens et français. La première est Oriane Moriet, qui est PhD, conseillère en innovation, stratégie et développement d'apprentissage pour l'École d'intelligence artificielle en santé du CHUM à Montréal. Nous avons aussi le plaisir d'avoir Marc Gaudette, qui est Deputy CTO de Microsoft Sprint. Nous avons Jean-Louis Béréder, qui est chirurgien oncologue, également un spécialiste de la formation et le cofondateur et directeur général de Form IA. Nous avons Paul Valois, qui est ingénieur chargé de mission à la Haute Autorité de santé pour la mission numérique en santé. Et enfin, Lydie Catalano, vous avez eu également la chance de voir ce matin, qui est la CEO de IA Médical et IA Marketing. Donc, je cède la parole déjà pour ne pas perdre de temps. On a fait un choix parce que nous avions également 5 intervenants, ce qui va prendre plus de temps, de leur donner un droit de parole à chacun à tour de rôle
pour 8 minutes et qui vont dérouler donc leur point de vue. Oriane sera la première parce qu'elle vient de loin et elle vous fera un topo sur ce qui est l'environnement législatif de l'IA générative au Québec. Qu'est-ce que c'est l'intégration de l'IA générative dans un établissement et puis un cas concret pour le CHUM à Montréal. Oriane? Oui, alors on m'a donné 8 petites minutes pour vous expliquer comment ça se passe au Québec et au Canada. J'ai fait une présentation un petit peu en entonnoir. Je vais vous parler un petit peu du contexte fédéral, donc le contexte canadien, puis un petit deep dive, comment ça se passe au Québec spécifiquement. Et puis ensuite, vous parler d'un projet en fait que je coordonne, un projet de déploiement d'outils d'IA en radiologie spécifiquement. Puis, parmi ces modules d'IA qu'on implante, de l'IA générative bien évidemment, puisque c'est la thématique de la journée. Donc, une des premières choses qu'il faut savoir, c'est qu'au Canada, la compétence en matière de santé, elle est provinciale. En fait, le gouvernement fédéral, il intervient, bien sûr, mais c'est quand même assez restreint. Donc, par exemple, où est-ce qu'il intervient? Quand on veut utiliser un dispositif médical au Canada, il faut avoir une certification, enfin une homologation de Santé Québec, donc de Santé Canada. Donc ça se passe vraiment au niveau fédéral. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que la santé, c'était vraiment une responsabilité qui appartient aux provinces. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chaque province au Canada doit s'assurer de la santé de sa population et s'assurer du bon fonctionnement de son réseau de santé. Jusqu'à récemment, au Québec, le seul ministère qui s'occupait de ça, c'était le MSSS, le ministère de la Santé et des Services sociaux. Et assez récemment, il y a 1 an et demi, le 9 décembre 2023, on a eu la création d'une nouvelle instance, donc une institution étatique, qui justement coordonne les opérations du réseau de la santé et qui s'appelle Santé Québec. Donc c'est un miroir de Santé Canada, Santé Québec. Puis là, vous allez me dire, mais où est-ce qu'il y a? Puis où est-ce qu'il y a générative dans tout ça? J'y arrive. En fait, au niveau gouvernemental, au Québec, tout récemment, le 14 mars 2025, on a eu un moratoire qui interdit en fait l'utilisation des assistants virtuels qui s'appuient sur l'IA générative dans tout établissement public. Donc, quand on dit ça, ça veut dire aussi, bien évidemment, les hôpitaux. On pensait que c'était un moratoire très, très contraignant. Il y a quand même quelques bémols. Le premier, c'est que les dispositifs ou les outils qui sont déjà certifiés par le MSSS peuvent être utilisés, ainsi également que des nouveaux projets pilotes qui sont normalement encadrés et dont les démarches sont structurées. Donc, on peut aller de l'avant. C'est un peu moins contraignant que ce qu'on pensait au départ, mais il n'empêche qu'il y a quand même un moratoire qui vient en fait du ministère de la cybersécurité et du numérique qui régit bien entendu tout ce qui est utilisation de l'IA. Donc vous voyez, on fonctionne énormément en matriciel avec plusieurs instances, le MSSS, le MCN, Santé Québec, qui travaillent ensemble. Et tout est en fait extrêmement, on va dire, centralisé au niveau de la province du Québec. Donc, en raison de ce contexte, des nouvelles créations institutionnelles, on voit qu'on est vraiment dans un paysage très changeant avec des processus qui se mettent en place, puis les établissements de santé doivent s'adapter. Il y a quand même certains éléments qui ne changent pas au niveau de l'implantation des outils d'IA, puis des outils d'IA génératifs en particulier, c'est tout ce qui est certification. Donc, en gros, quand on veut utiliser un outil d'IA, et je ne parle pas nécessairement des dispositifs médicaux, là, ça peut être au niveau de l'administration, ça peut être au niveau de l'approvisionnement, etc., eh bien, on doit obtenir, en fait, 2 choses. L'entreprise qui commercialise cet outil doit obtenir 2 choses. Le premier, c'est la TGV. Alors, la TGV, ce n'est pas train à grande vitesse, là. C'est la trousse globale de vérification qui est donnée par le M3S, donc le ministère de la Santé et des Services sociaux. Et en fait, une fois qu'on a fait ça, l'entreprise doit ensuite faire une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée, ce qu'on appelle l'AEFVP. Originellement, c'était très complexe parce que chaque établissement devait faire une EFVP pour l'outil qu'il souhaitait implanter. Maintenant qu'on a Santé Québec, l'idée, ça serait qu'une fois que la EFVP a été faite dans un des établissements de santé, puis il y en a 34 au Québec, dont 4 CHU,
eh bien, en fait, cette EFVP pourrait fonctionner pour tout établissement sous Santé Québec. Ce qui fait qu'on essaye vraiment de mutualiser les efforts. Un autre exemple de mutualisation qu'on a au Québec, c'est qu'on a des rencontres dans lesquelles je participe où on va avoir des représentants de ces 34 établissements de santé sur des sujets très précis, comme par exemple les outils d'IA, où on va pouvoir s'échanger des informations. Ah, toi, tu essayes d'implanter cet outil-là. Tu as fait un projet pilote d'évaluation de cet outil. Peux-tu me partager ton EFVP? Peux-tu me partager tes résultats sur telle chose et telle chose? Histoire que chaque établissement n'ait pas à refaire la même chose pour les mêmes outils. Donc, on essaye vraiment de mutualiser les efforts pour gagner en efficacité et puis accélérer l'implantation de l'IA dans les soins. Là, je parle des soins. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte, puis ça c'est une chose sur laquelle j'ai travaillé, il y a énormément de projets de recherche, puis on parlait de la recherche tout à l'heure, avec de l'IA en santé, et finalement quand on regarde au bout du compte dans les soins de santé, il y en a très peu qui sont implantés. Donc l'idée c'est essayer de remédier à ça, puis effectivement implanter, on l'a dit tout à l'heure, ne pas utiliser un outil d'IA, c'est aussi une perte de chance pour le patient. Donc on essaye d'accélérer ça tout en le faisant de façon responsable et éthique. Donc, par exemple, on discutait lors de cette réunion, de ces réunions, de où est-ce qu'on en était avec plusieurs outils d'IA générative qui permettaient la prise de notes et le remplissage du dossier patient. Je peux vous en citer 3, Curway, ScribeMD, Plumia, tout ça, c'est des logiciels développés au Québec puis qui permettent à peu près la même chose et qui ne sont pas nécessairement, en fait, qui sont des projets pilotes implantés dans différents hôpitaux. À cela, ça s'ajoute tous les outils de transcription déjà certifiés, comme le fameux copilote qui est en test actuellement dans tout le réseau de la santé pour ceux qui ont des licences. Et on voit que l'IA générative entre dans les établissements de santé par plusieurs canaux. J'ai parlé des nouveaux outils, mais aussi des outils déjà homologués, où on va avoir des mises à jour avec des nouveaux modules. Et c'est là, ça m'amène à mon dernier sujet, qui est le fameux projet en fait, que je coordonne, qui est l'implantation en fait, de modules d'IA dans le nouveau PACS. Donc, le gouvernement du Québec, Santé Québec, a acheté pour tous les établissements de santé le PACS proposé par Sectra. Et avec ce PACS vient des modules d'IA. Sauf qu'on n'a aucune évaluation sur la pertinence de ces modules d'IA en fait, dans le nouveau PACS. C'est un projet qui est porté par l'équipe de radiologie. Le chef de département, c'est Dr Soulès, je ne sais pas si vous le connaissez. Et l'objectif, c'est vraiment d'évaluer cette pertinence. Donc, est-ce que ça s'insère bien dans le flot de radiologie? Est-ce que ça a une plus-value pour l'administration? Est-ce que ça permet de faire des économies au niveau du budget? Et bien sûr, est-ce que ça permet de fournir des soins de qualité pour les patients? Donc, il faut évaluer tout ça, puis comment ça s'insère dans nos processus. Les modules d'IA générative auxquels on pense, il y en a 2 en particulier. C'est la reconnaissance vocale pour la prise de notes ou les commandes au niveau du PACS et la génération automatique de rapports. Donc, il y a deux éléments qu'on va essayer d'évaluer. Et l'originalité du projet, puis on a parlé des problèmes, et moi j'aimerais aussi parler des bons coups, c'est que la direction générale du CHUM a libéré, à raison de 1 jour par semaine, une équipe senior, en fait, représentant les différentes directions impliquées dans l'implantation des outils d'IA. Puis, c'est quoi cette équipe-là? En fait, elle sert à accompagner ce projet-ci en particulier, identifier les bloquants et les résoudre immédiatement pour essayer d'accélérer. Parce que le problème des projets d'IA, il y en a plein qui se sont donnés, mais ils ont échoué parce qu'il y avait énormément de freins. Donc là, on essaye de remédier à ça. Donc, l'idée, c'est vraiment de tracer une voie pour faciliter l'intégration de l'IA. Puis comme on m'a demandé de me projeter à 5 ans, terminé, okay. J'en ai vraiment pour 2 secondes, c'est de faire du CHUM, en fait, un laboratoire vivant d'IA en Amérique du Nord. En conclusion, je voudrais quand même revenir sur une chose, c'est très compliqué de se projeter à 5 ans parce qu'on l'a vu, le contexte gouvernemental change, le contexte technologique change, mais il y a une chose sur laquelle j'aimerais revenir, dont on parle assez peu, et c'est quelque chose sur lequel on a misé à l'école de l'intelligence artificielle du CHUM, c'est les compétences humaines. Le problème dans ces projets-là, c'est l'adoption. Oui, il y a tout un tas de problèmes informatiques qu'il faut régler. On a parlé beaucoup de données, on a parlé beaucoup d'apprentissage. Mais si ultimement vos équipes de soignants n'adoptent pas l'outil ou qu'il n'y a qu'une seule personne dans le service qui l'adopte, ce n'est pas franchement un succès. Donc, on essaye de se pencher aussi sur quelles sont les compétences comportementales qu'on doit développer chez les soignants pour leur permettre de comprendre la plus-value puis assurer une vraie gestion de changement. Donc,
voilà, je m'arrêterai là. Merci beaucoup. Merci, Oriane. Alors, cette vision du Québec est tout à fait intéressante. On a une pas très différente de la nôtre, mais on a quand même une organisation qui est à la fois rigoureuse. Vous avez qu'on n'hésite pas à mettre un moratoire s'il y a des difficultés pour étudier les problèmes techniques. Donc on va donner la parole à Paul Valois, qui est donc de la HAS, Haute Autorité que vous connaissez tous. Donc déjà une petite question avant de passer au sujet. Quelle est votre réaction à cette présentation canadienne? Est-ce qu'on est très différent en France? Quelle est votre... En quelques mots, hein? Oui, je ne ferai pas une analyse comparée Québec-France. Je n'ai pas les capacités, mais je trouve ça très intéressant ce que vous didites, enfin ce que tu dis, pardon, on se tutoie, de l'accompagnement des professionnels et l'accompagnement par les usages et pour l'appropriation, qui est vraiment excessivement importante, nécessaire, et sur lequel la HAS se penche avec une grande attention. Donc c'est vraiment très intéressant. Je pense qu'il y a beaucoup de synergie à trouver entre le système français et le système québécois. Donc Paul va nous parler surtout d'un rôle, on lui a demandé le rôle de la HAS, mais surtout de développer le rôle de la HAS comme acteur dans l'implantation de l'IA, facilitateur de l'IA. Et évidemment, c'est aussi une tutelle qui s'intéresse à l'implémentation de l'IA, voir ce qui freine, vous allez nous développer tout ça, et voir peut-être un peu déborder, on le verra sur les problèmes de certification. Paul, à vous. Je ne vais pas déborder les 8 minutes, promis. Je vais essayer, du moins. Déjà, je vais peut-être faire une brève, succincte présentation de ce qu'est la Haute Autorité de Santé, de ses missions, de comment elle collabore avec l'innovation générale, avant de m'appuyer en effet sur l'intelligence artificielle, sur les travaux qu'on mène et sur la vision qu'on a globale sur les années à venir. D'abord, la Haute Autorité de Santé, c'est une autorité publique indépendante qui a un caractère scientifique. Comme son nom l'indique bien, son champ d'application, c'est la santé, pris dans sa globalité, envisagé dans cette globalité, c'est-à-dire en prenant en compte au mieux l'ensemble des pans de la vie des personnes. Pour ce faire, elle va donc travailler dans l'ensemble du secteur sanitaire, social, médico-social, pour favoriser la qualité des pratiques professionnelles, pour garantir la qualité des soins au bénéfice des personnes en mettant la personne, l'usager, le patient ou la personne bénéficiaire du système de santé au centre de tous ces travaux pour qu'elle puisse être prise en charge et soignée le mieux possible. Ces missions socles, je ne vais pas toutes les détailler, ce serait trop long, mais il y en a 3 socles. La première, c'est évaluer les technologies de santé en vue de leur remboursement. Donc les médicaments, les dispositifs médicaux, les actes professionnels, les vaccins notamment, sont évalués. Et là déjà, il y a un grand pont vers l'innovation qui est fait par la HAS, où les médicaments innovants sont évalués. Et donc il y a des nouvelles méthodologies qui sont mises en œuvre, et la HAS est vraiment proactive pour trouver des méthodologies, des critères spécifiques aux nouveautés, notamment aux nouveautés numériques, avec depuis quelques années la possibilité d'évaluation de dispositifs médicaux numériques pour la télésurveillance ou pour les DMN à visée thérapeutique dont on parlait juste avant. Ensuite, une deuxième mission, c'est de recommander. Recommander, c'est un grand mot, mais c'est recommander pour éclairer les décisions des politiques publiques, recommander des stratégies vaccinales, des stratégies de politique de santé publique, et recommander les bonnes pratiques aux professionnels, notamment comment mieux appréhender et mieux soigner le TDAH, comment faire un parcours pertinent pour les personnes diabétiques, etc. Et dans toutes ces recommandations, le numérique est systématiquement questionné. La place du numérique est systématiquement questionnée pour favoriser les innovations et les innovations pertinentes. Notamment comment, par exemple, utiliser la télésurveillance pour le suivi des AVC. Comment faire des téléconsultations de qualité dans des lieux qui garantissent le meilleur soin pour le patient. Et enfin, cette troisième mission, c'est de mesurer, d'accompagner la qualité, que ce soit des soins dans les établissements de santé, via une certification, ou la qualité des accompagnements dans les établissements et les services sociaux et médico-sociaux, via une évaluation. Donc là, c'est dans les 2 cas, peu ou prou, sans rentrer dans les détails et les différences, ce sont des critères qui sont proposés aux établissements, qui doivent vérifier, avec un accompagnement de la qualité. Et là aussi, la HAS est déjà engagée depuis le cycle précédent, et encore plus dans ce cycle, pour mettre des critères en lien avec le numérique, en lien avec les innovations, et
récemment, il y a eu, par exemple, 2 nouveaux critères qui ont été mis en place sur le pilotage et l'organisation avec des outils qui peuvent impliquer l'IA. Donc vraiment, la HAS n'a pas attendu, si je puis dire, que les établissements se mettent en état de marche. Elle est proactive et au contraire, elle va essayer de faire monter l'écosystème via ces processus de certification et d'évaluation. Sur le numérique, on a donc dans ces 3 missions et dans toutes les autres, il y a vraiment une approche transversale qui est menée par la Haute Autorité de Santé, qui est vraiment cette approche intégrée, globale, pour que le numérique serve à toutes les étapes du parcours de soins, du parcours de vie de la personne. Pour ce qui est de l'IA, donc, la Haute Autorité, vous l'avez compris, elle a vraiment ce rôle d'éclairage scientifique, avec des valeurs importantes que sont la rigueur scientifique, la transparence, l'indépendance, qui sont vraiment garantes de la qualité, de la neutralité, de la fiabilité, de la pertinence de tous ces travaux. Et on l'a vu, ça a déjà été mentionné, mais toutes ces questions de transparence, d'indépendance, de rigueur, c'est vraiment au centre aussi de l'IA. Donc la HAS a une vision toute particulière et toute personnelle de ces questions. Et donc on compte sur l'IA aussi assumer ce rôle de garant de la qualité. Pour ce faire, vraiment la vision de la HAS est de créer, d'accompagner la mise en place d'un cadre de confiance des usages de l'IA en santé, avec différentes actions, mais notamment continuer ce processus d'adaptation des évaluations pour qu'elles soient adaptées aux enjeux du numérique. Un autre pan de ce cadre de confiance qui nous semble fondamental, c'est de guider la sélection. Vous l'avez mentionné à la dernière précédente table ronde, la sélection de tous les outils pour les professionnels de santé qui peuvent être perdus face à la multiplicité des offres. Donc on a un vrai travail de réflexion sur comment mieux guider ce choix, notamment via des guides d'aide au choix, des guides d'analyse médico-économique ou d'autres travaux très nombreux que je ne citerai pas tous. Et enfin, c'est d'accompagner les usages. La vraie question, la vraie pertinence, elle est par les usages, elle est par le besoin terrain. Et donc là, la HAS s'engage vraiment proactivement pour accompagner les usages via les critères de certification, mais via aussi les recommandations que j'ai pu mentionner, ou des travaux spécifiques sur l'IA, sur la mise en place d'une démarche qualité au sein d'une institution pour assurer un contrôle humain, ou des préconisations pratiques d'utilisation des systèmes d'IA générative en libre accès, qui sont en cours de travail. Tout n'est pas encore publié. En tout cas, l'ambition est vraiment forte, c'est de faire de l'IA un vecteur de qualité. On est convaincu de cette opportunité, de cette chance, et on veille, en tout cas dans tous nos travaux, à assurer la cohérence des développements vis-à-vis des besoins de la pratique médicale, vis-à-vis de la réalité aussi de vie des professionnels de santé, et qu'elle soit toujours au bénéfice du patient. Et preuve de cet engagement, d'ailleurs, la Haute Autorité de Santé a publié assez récemment un projet stratégique avec des thématiques phares, et une de ces thématiques phares, c'est le numérique et l'IA en santé. Pour nous, c'est vraiment un enjeu structurant. Et d'ailleurs, la HAS prend totalement part au développement en mettant en place en son sein des réflexions pour utiliser l'IA dans ses processus internes, que ce soit pour l'analyse de la littérature critique, pour le triage et la restitution de verbatim patients, par exemple. Voilà. Pour conclure, pour la HAS, vraiment, l'IA, c'est une innovation de rupture qu'il faut maîtriser, qu'il faut mettre au service des professionnels de santé et au bénéfice des patients, au service de l'humain et au bénéfice des patients. C'est vraiment ça notre mentalité, notre mantra, et c'est avec cette vision qu'on infuse dans tous nos travaux la question de l'IA. Super. Alors, petite question, simplement parce qu'on a un peu de temps déjà, je déborde, vous aurez du temps pour poser les questions après. On confond souvent le rôle de la HAS et de la CNEDIMS dans les autorisations, puisque les gens sont un peu refroidis, sachant par exemple que 3DTX n'ont pas été autorisés ou reconnus comme tels, et ça refroidit un peu les gens. Quelle est la différence de vos rôles ? Alors, pour ceux qui ne savent pas, les dispositifs médicaux numériques peuvent être remboursés depuis 2021, si je ne me trompe pas. Quelques années, on va dire, en tout cas, pour être sûr de ne pas nous tromper. Les dispositifs médicaux numériques à visée thérapeutique, donc qu'on prescrit individuellement à chaque patient, et les dispositifs médicaux numériques dans les activités de télésurveillance. Et justement, la CNEDIMS est la commission indépendante, qui n'est pas la HAS, qui est vraiment indépendante de la HAS, et qui va évaluer les dossiers des industriels. Ils doivent apporter des preuves cliniques de l'efficacité, soit de la pertinence pour les soins, soit pour l'organisation, avec des critères très spécifiques. Et donc il y a toute une mise en place qui a été
fait, de guichets uniques où les industriels peuvent déposer, et il y a tout un processus adapté au numérique, en tout cas le plus adapté possible, c'est-à-dire un processus rapide de prise en charge transitoire où les dossiers sont vus très rapidement, en 60 jours ou 90 en fonction des cas, pour évaluation, et donc c'est une prise en charge qui dure 1 an avant la prise en charge dans le droit commun, donc pérenne, avec d'autres critères un peu plus... on ne va pas entrer dans les spécificités, mais d'autres critères, voilà, bref. Et donc la CNIL, en effet, fait des évaluations et parfois rend des avis négatifs. Ça arrive, elle rend aussi des avis positifs. Les avis sont publics, ce qui est aussi parfois une source de colère des industriels, parce que ça rend public les défauts potentiels dans les méthodologies. Ça peut les rendre publics. Ce qu'il faut voir dans la CNIL, c'est qu'il ne faut pas la voir comme une commission castratrice, c'est vraiment une commission pour l'innovation. Elle est composée d'experts indépendants qui sont vraiment tous, je ne peux pas parler en leur nom, mais qui sont en tout cas convaincus des innovations, puisqu'ils sont déjà dans cette commission qui est basée sur qui travaille sur le dispositif médico-numérique en particulier. Et donc, au contraire, la CNIL, elle a une vocation, c'est de favoriser l'innovation pertinente. C'est-à-dire qu'un industriel qui passe par la CNIL, il a un accompagnement en amont enfin, il peut, en tout cas, s'il le souhaite, s'il le désire, bénéficier d'un accompagnement par les équipes de la haute autorité qui travaillent en lien avec la CNIL pour préparer ses dépôts, pour réfléchir à sa stratégie, etc. Okay. Et ensuite, la CNIL sera un avis, et là aussi, il y a des échanges contradictoires pour l'inscription dans le droit commun, qu'on appelle la LATM, la liste des activités de télésurveillance médicale. Et donc, il y a tout ce processus de co-construction, de partage, et donc qui permet de monter en niveau les innovations. C'est vraiment ça l'objectif final de la CNIL, c'est que les innovations montent en niveau, et que les nouveautés montent en niveau, et qu'elles deviennent des innovations, si je puis dire, et qu'elles soient des innovations. Et voilà, il y a une vraie différence à avoir entre nouveauté et innovation. Et donc, la CNIL, c'est vraiment même si la vie parfois peut être négative et donc décevant, quelque part, il faut le voir, il n'y a pas d'échec. Ce ne sont plus des apprentissages. Et on peut faire un parallèle avec Cyclades tout à l'heure, qui disait, un des messieurs, j'ai oublié son nom, pardon, il m'excusera, mais qui disait que c'était étonnant de voir un échec finalement remercié, célébré. Là, c'est la même chose. Quand vous venez à la CNIL, c'est que vous prenez un avis négatif. En fait, tout l'accompagnement, il vous bénéficie pour que votre solution elle soit meilleure par la suite et que vous puissiez retenter un peu plus tard avec l'accompagnement de la HAS et de la CNIL. Merci Paul. J'ai appuyé sur un bouton qui a déclenché déjà une intervention assez longue, mais c'était intéressant. Donc on va donner maintenant, je l'ai dit d'emblée, l'important c'est que tout le système dans l'organisation des soins à venir, c'est de replacer le patient au centre de ce système, que ça soit patient ou individu, puisqu'on va parler de prévention, bien entendu, de bien-être et d'organisation des soins. Donc, on va donner la parole à Lydie Catalano, que vous avez déjà entendue et qui nous a déjà donné beaucoup d'informations. Donc, elle se propose de réduire un tout petit peu, c'est pour ça que je me permettais de donner un peu plus de temps à Paul, de réduire un peu son propos. Néanmoins, ce qui est important, c'est de voir comment on va se projeter dans le patient éclairé ou augmenté. On parle souvent du professionnel augmenté, mais le patient peut être lui-même très informé et comment il va arriver face à un médecin qui est augmenté, mais le patient lui-même est augmenté, et surtout, quelle est son implication dans dans la préparation de tous ces outils. On oublie souvent, beaucoup de startups oublient d'intégrer les patients dans le développement de leurs produits et on arrive à des produits non adaptés, ne répondant pas à des questions ou peu utilisables. À vous. Alors du coup, je vais faire court. Déjà, merci parce que vous m'avez beaucoup challengé sur la notion de qu'est-ce qui va se passer demain et pas ce que je fais aujourd'hui. Donc ça va être différent de ce que je vous ai dit ce matin. Donc moi, je suis formée par le Centre québécois Patients Experts. Donc dès le départ, c'était ma volonté de co-construire avec les patients, les associations et les proches, puisque quand on a une maladie chronique, les proches vont devenir aussi un peu experts de notre maladie. Et donc il y a 3 visions qui, je pense, sont importantes grâce à l'IA générative. Déjà, c'est l'accessibilité. La France d'aujourd'hui, elle est multiculturelle, multilangue. Et on voit que l'accessibilité de la barrière de la langue, c'est quelque chose qui peut être résolu par l'IA générative. Vous avez commencé à parler des agents. Moi, je crois beaucoup dans l'agentique et j'y crois parce que ça marche. C'est pour ça que j'ai 2 sociétés. La vision que j'ai pour la médecine de demain, c'est ce que je fais pour mes clients en marketing.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en capacité, on a parlé beaucoup ce matin de simuler les patients, mais on peut simuler des experts. Et on peut simuler des experts dans des endroits où il n'y aurait pas d'accessibilité à ces experts. Gérontopsychiatrie, assistante sociale. Enfin, voilà, quand on travaille sur un territoire, je vais vous prendre celui que je connais qui est le Rhône-Alpes, Lyon est extrêmement bien doté. Vous faites 60 km au sud, il n'y a plus personne, on est dans un désert médical. Donc cette accessibilité pour réduire cette fracture d'accès aux soins, que ce soit de manière culturelle, puisqu'on sera en capacité de prendre en compte ce que le patient ne dit pas. L'IA générative, c'est aussi le moyen pour les médecins d'avoir l'information que le patient ne vous donne jamais. Je pense que vous êtes tous professionnels du soin. Si je vous posais la question, est-ce que vous êtes honnête quand vous consultez un praticien sur ce que vous buvez, ce que vous fumez, il y a des chances que ce ne soit pas le cas. La deuxième chose, c'est la personnalisation. Je vais vous prendre quelque chose qui, moi, m'a fait beaucoup de mal parce que c'est une start-up dont on parle beaucoup qui s'appelle Zoï. Zoï, c'est 3 600 € par an pour avoir un suivi personnalisé et accès... Enfin, j'en bégaye tellement ça m'énerve. Pour avoir accès à un suivi qui est personnalisé. En vrai, demain, l'IA générative agentique, elle sera capable de vous apporter ça à un coût qui sera plus juste et du coup, d'avoir des objets connectés, ça aura un sens. On a parlé de la donnée. La donnée, la problématique, c'est pas d'en avoir, c'est d'en traiter et d'en faire quelque chose. Le deuxième point, c'est la personnalisation. Et le troisième, je dis merci à Jean-Marc, parce que si on n'en avait jamais parlé, j'y avais pas pensé. Moi, j'ai une deuxième activité. Je vous ai dit, à la base, je suis plus artiste que technicienne. Et donc, j'ai développé mon propre algorithme de génération d'images. On a parlé beaucoup d'images génératives, mais en langage, on a très peu parlé de l'image. Et on a échangé ensemble sur la vision. Quand on doit avoir un traitement, notamment cancer, anti-cancer, et comment ça se passe pour l'adoption, et que certains patients refusent parce que la modification corporelle peut être tellement violente qu'il va falloir les habituer à ça. L'IA générative, c'est un moyen, et je vous invite à consulter mon LinkedIn, je fais une expo en septembre sur le sujet, de s'approprier toutes les versions de son corps et tout ce qui va amener, et notamment ça marche pour les troubles alimentaires, ça marche pour la prise de médicaments, ça marche dans énormément de segments qui vont permettre de se réattribuer un petit peu ces modifications corporelles qui peuvent arriver quand on prend certains cachets ou quand on a certains éléments de vie. Déjà. Donc, je répète ma question sur comment vous considérez le rôle des patients dans leur participation au développement, patients experts, vraisemblablement. Alors, nous, on a des systèmes qui viennent vraiment du marketing en termes de méthodologie. Tous les outils et tous les datasets sont faits et sont retestés par des focus group de patients. Donc, il n'y a aucun projet qui sort d'IA médicale qui n'a pas évidemment des médecins, mais aussi des patients, des associations de patients. Donc, on les implique dès le départ. Pourquoi ? Pour savoir quelle est l'attente qu'ils vont avoir. Si ChatGPT répond même faux mieux que nous, c'est pas bon. Donc, il faut qu'on ait le 80-20. Bien, merci. C'est une vision, déjà vous nous aviez donné tout au long de la journée la vision côté start-up, développement pour les patients. Et donc on va passer alors à un problème qui sera peut-être un peu plus long à développer, oui. Mais c'est à toi. Sûrement. On a demandé à Marc Gradette, par son rôle de représentant d'une entreprise technologique, de voir avec nous le rôle des plateformes génériques, le futur de Microsoft, mais de couvrir à travers ces plateformes différents aspects qui sont, par exemple, la collaboration avec l'écosystème de l'innovation, les institutions et les chercheurs, l'interopérabilité des systèmes, la transparence, la conformité, sécurité, robustesse, maintenance et services après-vente. Alors, on laisse la parole à Marc pour couvrir tous ces sujets en 8 minutes. Oui, il y avait tellement de sujets en 8 minutes que j'ai retenu le mot plateforme. Moi, donc. Non, mais je vais essayer quand même de les découvrir, mais en prenant un petit peu de recul en termes de plateforme. Je crois que tu as mentionné, tu as utilisé le mot innovation de rupture ou technologie de rupture. Il faut avoir conscience qu'on est à l'aube d'une révolution industrielle, comme on dit, pour faire savoir, un changement de paradigme. Pourquoi ? Parce que l'IA, et l'IA générative en particulier, est ce qu'on appelle une technologie à usage général, c'est-à-dire qu'elle a le potentiel d'impacter tout le monde, tout secteur, tout type d'économie. Et comme toute... alors, pour l'ironie, GPT en anglais, ça se dit General Purpose Technology, GPT, donc n'y voyez pas de corrélation. Mais comme toute technologie à usage général qui l'ont précédé, pensez à la presse-imprimerie, pensez au chemin de fer, à l'électricité, puis à Internet,
l'innovation ne dépend pas d'un seul acteur, d'un seul composant, d'un seul écosystème. Ça dépend d'une interaction complexe, d'une pile technologique complexe qui part de l'énergie, c'est un gros débat en ce moment avec l'IA générative, du réseau, des infrastructures data centers qui vont héberger des accélérateurs matériels, on parle de la chasse aux GPU, bien évidemment des plateformes du type cloud pour distribuer ces capacités en tant que service, des données qui permettront d'entraîner des modèles, qui permettront d'utiliser ces modèles, tous les outils qui vont permettre de développer des systèmes et des applications, et bien sûr en bout de chaîne, les compétences au sens large, parce que l'arrivée de toute technologie à usage général, son succès dépend de ce qu'on appelle la diffusion. La diffusion va dépendre de plusieurs facteurs, la capacité de développer des solutions qui correspondent aux besoins, la capacité de donner confiance dans ces solutions et la capacité, et c'est particulièrement vrai pour l'IA, d'acculturer, j'allais dire, toute population, c'est-à-dire les développeurs doivent se former aux nouvelles technologies, les décideurs, les régulateurs et bien sûr les patients, enfin les utilisateurs finaux. Donc à la fin, ce qui compte, c'est la diffusion. Et donc pour ça, le rôle de la plateforme est absolument essentiel. Microsoft, je rappelle juste la mission en quelques mots, parce que c'est un rapport complet avec le sujet. Ça a été redéfini par Satya Nadella il y a une dizaine d'années. C'est permettre à tout individu et à toute organisation de réaliser son potentiel. Donc fondamentalement, notre métier, notre raison d'exister, c'est de fournir une plateforme permettant aux autres de construire de la valeur au-dessus. Donc notre succès dépend finalement du succès de la collaboration qu'on peut avoir, et je reviendrai sur des exemples de collaboration après. Alors lorsqu'on parle, maintenant on va zoomer un peu sur la partie santé, lorsqu'on parle d'une plateforme d'IA en santé, on doit adresser des grands enjeux. Le premier, c'est les cycles d'innovation rapide. Il faut qu'on ait à sa capacité des primitives technologiques, des outils, des modèles, des outils de développement, des manières de contrôler aussi et de déployer ces systèmes-là et de les passer à l'échelle. Donc pour ça, le premier ingrédient, c'est d'avoir déjà des infrastructures. Microsoft a pris la parole la semaine dernière. On a annoncé ce qu'on appelait les engagements Microsoft pour l'Europe, Digital European Commitment, c'est comme ça que ça s'est traduit en anglais. On a annoncé dans les 2 ans qui viennent, on allait rajouter 40% de capacité en plus au niveau des infrastructures. Je parle bien là des GPU, des data centers. Ce qui fait qu'en 2023-2027, on aura doublé les capacités. Donc c'est 200 data centers dans 16 pays. Et pour ceux à qui ça parlera mieux, parce que doubler, ça veut dire quoi? Vous partez de combien? Ça représente une capacité de 3 gigawatts. C'est 3 grosses centrales nucléaires. Donc c'est des capacités colossales, mais qui vont être nécessaires pour accompagner tous les usages de nos clients, de nos partenaires, de nos startups. Donc ça, c'est le premier point. Maintenant, les infrastructures, on y met une couche logicielle dessus. L'important, c'est de pouvoir développer des solutions. Donc là, on va parler des modèles, par exemple. Là, c'est pareil, les modèles, on a parlé depuis ce matin, GPT, ChatGPT, il n'y a pas que ça. Le catalogue de services doit être le plus ouvert possible. Il y a énormément d'innovations, des modèles ouverts, des petits modèles, des gros modèles, des modèles open source, des modèles verticaux. On a une marketplace sur Azure de 1800 modèles. 1800 modèles. Et Microsoft investit dans certains modèles dédiés à la santé. On a développé, et ils sont disponibles sur cette fameuse marketplace dont je viens de parler. Donc on a Med, Image, Insight, etc. Je ne vais pas tous les citer, mais l'idée c'est que on a parlé ce matin, j'ai oublié son nom, la mathématicienne qui parlait de LLM. C'est très coûteux de créer un foundation model à la santé. Donc l'idée c'est commencer à vous proposer des modèles pour que vous puissiez potentiellement, on appelle ça, je parlais un peu aux experts, fine-tuner ces modèles avec vos propres données, c'est-à-dire de ne pas repartir de zéro pour construire un modèle fondation dans le domaine, par exemple, de l'imagerie médicale ou dans le domaine de modèles multimodaux. Donc fournir des modèles que vous pouvez adapter, customiser, utiliser. Ensuite, il faut avoir des outils de développement pour pouvoir construire un modèle. Ce n'est pas une solution. Il faut un système d'IA qui soit adapté au cas d'usage. Il faut pouvoir diffuser l'interface utilisateur. On parlait tout à l'heure d'interface vocale. Il faut pouvoir développer potentiellement des plateformes d'assistants, des agents, etc. Je ne rentre pas dans les détails. Il y a une infinité de possibilités. Il faut aussi des outils de développement, mais des outils de développement avec des primitives, des fonctions qui sont spécialisées pour la santé. Un chatbot de santé, il est un peu plus sensible qu'un chatbot qui répond qu'est-ce qu'il y a à la télé. Donc il faut que les plateformes, on a une plateforme d'agents dans la santé qui a certains accès à des bases de données médicales, des bases de données de symptômes, des bases de données de triage, qui permet d'avoir des primitives qu'on appelle IA Safety, Health IA Safety, c'est-à-dire par exemple d'être capable de vérifier que les codes médicaux utilisés ou générés sont bien les bons, vérifier que la sémantique médicale de la réponse est bien la bonne, vérifier lorsqu'on fait du RAG, lorsqu'on va interroger les bases de données extérieures, qu'il n'y ait pas eu d'hallucination ou d'omission liée encore une fois à un contexte santé. Donc en quelque sorte, on prend cette plateforme générique qui s'appelle Azure et on va amener toujours, non pas des solutions, mais plutôt des primitives, des services qui permettent à notre écosystème de développer des solutions spécifiquement dans la santé. Ensuite, il y a la partie data qui est super importante. Sans IA,
Il n'y a pas d'IA sans data et vice-versa. Donc c'est aussi important d'éviter le silotage des données. Aujourd'hui, de plus en plus, la santé du patient va être une vision à 360 de ces informations. Donc ça peut être des images de pathologie, des radios, son dossier médical. Donc il faut être capable, à un moment donné, de pouvoir faire des analyses, voire des modèles qui couvrent l'ensemble des informations qui concernent le patient. Donc la plateforme données devient super importante. Les formats données d'interopérabilité, j'en ai rapidement parlé tout à l'heure en prenant la parole sur les formats d'interopérabilité qui sont au niveau technique des agents, mais également des formats de santé. Donc si on veut intégrer par exemple un assistant d'intelligence ambiante qui va capturer la conversation du médecin avec son patient, il faut que l'extrait qui a été fait de cette conversation puisse être facilement versé au dossier médical. Et vice-versa, dans la conversation, il faut pouvoir aller rapidement extraire des informations du dossier médical. Donc tous les standards d'interopérabilité du type FHIR, DICOM, la capacité de s'interfacer avec des objets médicaux, avec de l'IoT, sont des éléments super importants. Et dernière partie, bien évidemment, c'était la première table ronde ce matin sur l'éthique, c'est super important que ces solutions-là soient déployées d'un point de vue sécurité, protègent la vie privée, conformes à l'IEI Act. La plupart des scénarios dans la santé vont être des cas d'usage sensible. Donc là, encore une fois, ça ne tombe pas du ciel, il faut aussi des outils pour identifier les risques, mitiger les risques, mesurer les risques, et lorsqu'on déploie la solution, on parlait tout à l'heure des obligations de l'IEI Act, de post-déploiement surveillance, ces outils-là, vos applications doivent être équipées de métriques permettant de suivre la qualité, la safety, la sécurité. Donc le rôle de Microsoft, c'est pas de faire toutes les solutions en santé, on en a quelques-unes puisqu'on avait racheté Nuance Network, donc on a quelques solutions comme Dragon Copilot, mais le métier de Microsoft, c'est de fournir ces primitives, cette plateforme permettant à des écosystèmes, start-up, éditeurs de logiciels, nos clients, des centres de recherche, de développer les solutions. Alors, je vais citer une première collaboration et je vais commencer par le dernier sujet qui est la partie confiance. On a un réseau, je ne sais pas si vous le connaissez, qui s'appelle TRAIN, alors ça veut dire Trusted Responsible AI Network en santé. Donc pour l'instant, à ma connaissance, il n'y avait pas encore de représentants d'hôpitaux français, mais il y a des hôpitaux, je crois, hollandais, finlandais, suédois, italiens. Et l'idée, c'est de regrouper les compétences pour partager l'expérience opérationnelle de déploiement de systèmes responsables en termes de santé. Donc c'est partage de meilleures pratiques, partage d'outils et création de registres. On parlait ce matin, je ne sais plus nécessairement parler d'un registre des cas d'usage en santé, mais c'est non seulement créer ce registre de cas d'usage en santé, mais créer le registre de cas d'usage en santé avec les résultats opérationnels. Ça permettrait de suivre justement des suivis, est-ce qu'il n'y a pas des biais sur des cohortes de sous-population, des choses comme ça. Donc c'est un partage d'expertise entre ces différents hôpitaux. Il y a l'équivalent aux États-Unis, je crois, qui s'appelle, alors je suis moins expert, qui s'appelle CHAI, Cohort Health in AI, qui regroupe 1200 institutions, dans lequel aussi d'autres acteurs technologiques comme Google, Microsoft participent. Et l'idée est exactement la même, se partager des meilleures pratiques de mise en place de systèmes de santé responsables et de suivre les résultats opérationnels. Merci beaucoup, voilà. Marc. On va devoir s'interrompre pour... J'ai déjà passé mes 8 minutes. C'est 8 minutes. Voilà. Merci, c'est tout à fait passionnant. On peut passer des heures sur cette technologie. L'important à retenir, c'est qu'effectivement, les outils génériques sont parfaitement adaptés à faire évoluer en toute sécurité, interopérabilité, tous les agents, toutes les techniques qui vont venir et qui vont venir impacter donc, les soins de demain. Donc, on va, avant de passer aux séances de questions que Dany va driver, on va demander à Jean-Marc Berrieder, qui est un grand spécialiste du numérique en santé, des formations, etc., depuis des années, de nous parler justement de l'impact que va avoir tous ces développements dans les 2-3 ans à venir sur l'organisation hospitalière. Quand je dis hospitalière, c'est toutes les unités de soins, tant sur le plan, on va le voir, administratif, organisationnel, et comment se retrouve là-dedans le soignant augmenté. À toi, Jean-Marc. Merci pour cette invitation. Je vais essayer d'être assez simple et avec quelques messages. D'avoir une idée prospective sur les 5 ans, 10 ans de ce qui va se passer. Ça peut être compliqué, mais on a déjà des constats et des analyses de tendances qui peuvent nous donner des pistes de travail. Alors la première chose, c'est que quel va être le rôle des professionnels avec cette rupture systémique qu'on constate par l'intervention de l'IA, et en particulier de l'IA générative, dont on voit, quand on a le constat des choses, c'est que les gens les utilisent à l'hôpital, pas forcément en le disant à leur N+1 ou tout au moins à leurs collègues ou même à leur chef de pôle. Moi j'étais chef de pôle, j'avais des gens qui faisaient des trucs que je ne savais pas. Donc il y a une utilisation qui est faite,
mais on voit qu'il y a aussi un problème de compétences et toute la journée on a parlé de supervision humaine, de validation, de contrôle, etc. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les praticiens, les professionnels de santé, d'une façon générale, doivent se former absolument. Et il faut qu'ils aient des notions de ce qui se passe. Alors, il y a une formation initiale qui doit être décrétée, et là je pense que les doyens de faculté ont commencé à mettre en place des formations, mais il y a une formation continue. La rupture qu'on a vue apparaître avec ce qu'on appelle les LLM, c'est l'apparition des transformers. 2017, première publication sur Attention All You Need. On a vu que là, il y avait quelque chose qui se passait qui n'était pas du deep learning comme on avait l'habitude de voir. Et donc il faut dire aux personnes, il faut leur apprendre que ce dont ils utilisent comme type de résultat, c'est pas la vérité, c'est de la prédiction de token, c'est probabiliste, il n'y a pas de relation causale, c'est des corrélations. Donc à partir de là, il faut les informer de qu'est-ce qu'ils font quand ils utilisent et qu'est-ce que ça ne peut pas faire avec ce système-là. Donc il faut une formation. Et ils ne peuvent valider ou tout au moins avoir une supervision que dans la mesure où ils ont une forme de conscience et de connaissance de ces systèmes. Et donc ça va amener à un rôle qui va apparaître, ça va être le superviseur critique. Mais pour faire un superviseur critique de ces systèmes, il faut être formé. Si vous n'êtes pas formé, vous n'êtes pas superviseur critique et vous ne validez pas les choses. L'autre élément, c'est que ça met en tension le système des professionnels, parce que quelque part, ça leur demande d'avoir une charge cognitive supplémentaire par rapport à la charge cognitive qu'ils ont dans les décisions qu'ils prennent au quotidien vis-à-vis des patients, de savoir si finalement l'utilisation du système qu'ils font, il est correct par rapport à leur expérience. Et là, je parle d'une expérience, mais parfois, et au fur et à mesure de l'utilisation de ces systèmes, on risque d'avoir une déqualification. Et donc, quelque part, ce qui peut apparaître, c'est la déqualification. C'est un point d'attention majeur quand on doit penser les formations des praticiens, c'est ce risque-là. Il ne doit pas y avoir de système qui se substitue, il faut prendre conscience de ça. Alors, juste pour faire une petite digression, je mets en parallèle la publication de Daniel Kahneman, qui était prix Nobel sur le système 1, système 2, et on voit que l'interaction qu'on peut avoir avec un chat GPT, par exemple, il a une telle facilité de s'exprimer dans le langage naturel, c'est très simple, donc on l'adopte tout de suite, et on crée un biais d'ancrage. Et c'est le système 1 qui est un système autonome, qui comprend, mais c'est l'impact des publicités, et donc quelque part, vous allez pouvoir répondre de façon automatique, mais sans avoir analysé. Et donc, quelque part, quand les personnes qui doivent se former, il faut leur dire, il faut avoir un esprit critique, et donc passer au moins au début, sur la formation et pendant un certain temps sur le système dit 2, qui lui décompose les choses pour pouvoir analyser et avoir une expertise de ce qu'on veut. Le deuxième métier qui va apparaître pour les professionnels de santé d'une façon générale, et en particulier les médecins, c'est qu'ils vont être coordinateurs de projets. Et dans ces équipes-là, ils seront pilotes parce que c'est eux qui vont apporter le substrat, et tout au moins la qualité de ce qu'on cherche, c'est-à-dire se donner de la santé aux patients qui viennent nous voir, et la qualité, une santé de qualité, ça veut dire qu'ils doivent utiliser ces systèmes-là, mais avec une équipe de développeurs, d'ingénieurs, d'éthiciens, de manière à comprendre. Le jour où il y a quelque chose qui ne leur paraît pas cohérent par rapport à leur, on va dire, sur leur expérience, ils vont pas pouvoir, eux, forcément démonter les choses pour pouvoir le valider. Ils vont poser la question avec l'équipe d'ingénieurs avec lesquels ils travaillent. Et peut-être qu'ils auront une réponse et peut-être qu'ils amélioreront le système. Le troisième rôle qui va apparaître aussi, c'est le pédagogue augmenté. Parce que, quelque part, il va falloir reformuler les choses. Il va falloir expliquer aux patients, moi j'ai utilisé l'IA, il va falloir dire qu'est-ce que je m'en tire. Si par exemple l'IA me dit sur cette image-là, alors c'est pas forcément de l'IA générative, ça peut être l'IA diagnostique, que je vois, il y a une image qui apparaît, c'est probablement un cancer du poumon ou un cancer du sein, mais que je ne la vois pas parce qu'elle n'est pas sur l'image en JPEG, mais qu'elle est dans les matrices dans le DICOM, il faut que je puisse avoir une interprétation pour expliquer aux patients, c'est ça. Qu'est-ce qu'on va faire? On verra. Néanmoins, je peux m'appuyer sur cette décision parce que l'IA a été testée sur un essai clinique qui a prouvé la valeur, au même titre que quand on utilise des traitements en cancérologie, par exemple. Moi, si je prescrivais de l'Avastin, je ne vais pas forcément à chaque fois expliquer la cascade de biologique, de mécanismes d'action. Je disais, écoutez, voilà, il y a eu tel protocole qui a marché, ça a été publié, et basta. Et finalement, ça rendait le patient cohérent et il adoptait en fait le traitement. Là, c'est le rôle du médecin.
Il va apparaître donc vraisemblablement des professions particulières qui vont être des IA cliniciens. Et on va pouvoir apparaître, par exemple, des personnes qui, en staff de cancérologie, il y aura la personne responsable de faire le retour sur l'ensemble des dossiers de ce que l'IA peut dire, et il sera comparé aux avis des expertises de praticiens autour. Et donc ça permettra de récupérer un certain nombre d'éléments d'information qui viennent caractériser le dossier et de prendre une meilleure décision. Tout ça toujours supervisé. Pour superviser, il faut absolument qu'il y ait une formation, sinon on ne peut pas superviser. Ensuite, dans les grandes actions qui peuvent avoir un impact en termes d'évolution, c'est qu'on va constater qu'il va y avoir des innovations. Il y a des innovations technologiques qui sont à fort impact. Et ce qu'on peut noter, c'est, comme tu l'as dit, c'est que ce n'est pas des évolutions incrémentales. On a vraiment une rupture technologique, une rupture systémique. Et on le constate dans plein de choses, par exemple dans les automatisations, la production de documents. Mais là encore, il y a quand même dans l'automatisation, il y a une partie de charge cognitive subtile pour que les professionnels puissent en ligne contrôler toujours ce qui se passe. Il ne faut pas déléguer complètement, il doit y avoir toujours une supervision. Et cette supervision, elle ne peut être véritable et efficace que s'il y a une formation. L'autre chose, c'est que on produit effectivement, le radiologue peut être un radiologue augmenté avec une production d'images qui vont être interprétées avec une reformulation. Ce matin, ça a été évoqué. Il y a des publications qui montrent que les patients souvent préfèrent ou adoptent les reformulations dans la mesure où il y a une présence médicale associée. Il ne faut pas qu'il y ait de distance, il faut qu'il y ait toujours la présence d'un médecin, mais parfois la reformulation permet de réitérer pour le patient. Nous, on le voyait quand moi je vais en cancérologie, quand je devais opérer un malade, je lui expliquais, il passait derrière, il y avait l'infirmière d'annonce, 50% de ce que je lui avais dit, il n'avait pas capté, et même après l'infirmière d'annonce, il a capté encore des choses, mais pas tout à fait toutes. Donc là, ça leur permet de réitérer et d'améliorer l'adoption. Et finalement, quand on améliore l'adoption, on va améliorer l'observance, et ça va rentrer dans une meilleure prise en charge du patient. Et puis après, les révolutions technologiques, on va les avoir aussi dans la pédagogie, l'apport en compétences. Tous ces systèmes-là peuvent apparaître comme des éléments d'information supplémentaires qui permettent de constituer en fait un maintien de la connaissance, tout au moins un challenge de la connaissance, et simuler des cas cliniques, par exemple, pour des internes ou des juniors. L'autre dimension, troisième, j'ai 5 dimensions, là je fais la troisième. Alors troisième, ça va être en fait l'équilibre qu'il va y avoir entre la médecine virtuelle et la médecine de présence physique. Et là, on l'a vu avec le Covid. Avant le Covid, on avait constaté, moi j'étais à la NAP à l'époque, et on avait constaté qu'il y avait peu de pratiques de la télémédecine. Le Covid l'a fait exploser. Et maintenant, ça marche. Que va devenir la télémédecine avec ces systèmes-là ? La télémédecine, je pense qu'il lui manque, et la part de l'IA va permettre peut-être d'équilibrer au mieux, pas tout en distanciel, mais avec une présence physique. Mais par contre, il y a des éléments qui sont dans la télémédecine, ou tout au moins dans l'IA, qui ne sont pas capturés. Actuellement, quand moi je voyais un malade à la consultation, quand il arrivait, qui venait de sa chaise jusqu'à mon bureau, les 20 secondes, c'était des données qui me permettaient de capturer une information qui parfois me disait je ne vais pas l'opérer. Voilà. Après, je pouvais éventuellement changer, mais déjà j'avais des informations favorables ou défavorables. Ça n'est dans aucun dossier médical, ces données-là. Peut-être que les plateformes qui permettent de traiter peut-être du non-verbal, du langage non-verbal, vont pouvoir de ramener ces éléments d'information. Quatrième et avant-dernière dimension de l'évolution, c'est les structures hospitalières. Tu synthétises les 2 dernières. Les 2 dernières, je les synthétise. Ça va être très simple, c'est l'évolution des structures hospitalières. Et donc, qu'est-ce que vont être les processus métiers, qu'est-ce que vont être les structures, les architectures, et qu'est-ce que va être finalement le financement de ces systèmes-là. On voit bien que les processus métiers vont évoluer, que le médecin qui est un superviseur critique va être obligé de valider, d'interpréter, mais aussi d'être un stratège. L'outil ne sera pas juste un élément rapporté en plus. Il va être en fait dans un panel, et le médecin va prendre une responsabilité supplémentaire, le praticien, il va être obligé de se mettre au-dessus de manière à piloter de façon stratégique l'ensemble de ces outils. Pourquoi ? Parce que ces systèmes-là vont pouvoir prédire un certain nombre de choses. Actuellement, quand vous avez un malade qui a un cancer, on fait le diagnostic, on peut dire on fait un traitement, on évalue le pronostic. Ceci étant, on reste engagé en responsabilité sur ce qu'on vient de faire. Avec ces systèmes-là, on va pouvoir diagnostiquer plusieurs scénarios de parcours. Et peut-être que ces scénarios de parcours vont nous mettre en responsabilité et qu'à terme, on pourra être redevable d'un mauvais choix. Donc quelque part, on va prendre en dimension et le praticien va devenir stratège et pilote de ces systèmes-là. Et le dernier truc, c'est la sécurité. Bon, ça a été évoqué.
l'introduction de ces IA génératives, c'est une surface d'attaque supplémentaire, mais aussi elle peut être conçue comme un système de défense. Donc elles peuvent être programmées avec des protocoles qui permettent de mettre en alerte sur des signaux faibles des défenses et de donner des protocoles de réponse. Voilà, j'ai terminé, j'espère que j'ai pas été... Vous avez compris qu'avec Jean-Marc, on peut faire une table ronde à lui tout seul pendant 2 heures. Donc on passe aux questions. Oui, là, c'est les questions dans la salle. Je vais descendre avec un micro. Et si les intervenants entre eux souhaitent également avoir des questions pour leurs collègues, c'est bienvenu. Allez-y. Ça les a éteints. Je ne vois pas. Oui. Juste une petite question qui se réfère à la table ronde précédente. On a parlé du soin, on a dit qu'il y aurait un retour à une qualité de soins. Et je voulais savoir quel pouvait être le rôle d'une autre profession comme celle d'infirmière libérale, qui voit justement beaucoup de choses non verbales, dont parlait monsieur. Quel sera le rôle en fait des infirmières libérales dans ce schéma? Bonne question. Déjà, on a des modèles qui peuvent être applicables, notamment avec l'infirmière de coordination pour les infirmières dans la prise en charge en maladie ambulatoire. Donc là, déjà, on a des systèmes qui peuvent être très facilement applicables et venir soulager par des plateformes ou par des IA l'infirmière de coordination qui va être en charge de surveiller les malades qui sortent de l'ambulatoire. Donc ça, si vous voulez, le rôle, il va être dans la coordination et l'aide à la coordination. Et ces systèmes-là vont venir en termes de copilote, toujours. Il y a un truc que je n'ai pas parlé, c'est qu'on a évoqué tout à l'heure les systèmes agentiques. Alors je ne sais pas si les gens s'ils savent ce que c'est le système agentique. Un agent, c'est en fait un LLM, c'est pas précis. On lui colle un outil, on lui colle de la mémoire, ça devient un agent qui peut agir. On fait un système multi-agentique actuellement en orchestrant les relations avec une programmation qui peut être conversationnelle entre les différents systèmes. Et quel est l'intérêt de tout ça? L'intérêt, c'est par exemple aux urgences. Moi j'ai vécu des hôpitaux en tension. Tout le monde était débordé, les malades arrivaient, on ne savait plus où les mettre, etc. La cellule de gestion des lits était complètement débordée. Vous mettez un système agentique, mieux que de prévoir ce qui va arriver. On voit des systèmes qui veulent prédire l'arrivée aux urgences. Mais ces systèmes agentiques au cœur de l'hôpital permettent, avec différents agents qui vont être orchestrés les uns, d'avoir le retour d'informations sur la disponibilité et la loyauté de la disponibilité des lits. Ça, c'est un vrai sujet. Deuxièmement, si j'ai les brancardiers pour l'amener à la radio. Troisièmement, le malade qui arrive, est-ce qu'il relève de quel type de spécialité? Est-ce que j'ai la place dans la spécialité? Et ça, c'est une charge mentale dans la cellule de gestion des lits qui est monumentale et qui peut être réglée par ces systèmes agentiques en aide avec les médecins. Et l'autre système agentique qui peut être utilisé, c'est au bloc opératoire. On a des problèmes de planification, de programmation et de régulation quand le programme est plein dans la semaine. Il suffit qu'il arrive une transplantation, qu'il arrive une urgence, tout est foutu par terre et il faut un logisticien. Souvent, c'est l'infirmière de bloc qui gère un peu la logistique. Parfois, on a un logisticien, mais là, ça se fait un peu de façon artisanale. Les systèmes agentiques peuvent être tout à fait adéquats à ce niveau-là. Non. Alors, pour les infirmières, si je me permets de rajouter, que ce soit pour les infirmières libéraux, ce n'est pas le seul personnel soignant qui sera impacté dans le milieu libéral, il y a aussi les pharmaciens. Et je pense, dans l'avenir, que les uns et les autres auront des outils, que ce soit sous forme d'agents et autres, pour intervenir et auprès des patients qui seront eux-mêmes enrichis et qu'il y aura un échange de données. Le travail de l'infirmier libéral sera aussi piloté par ces systèmes d'IAG, certainement, et avec des récupérations de data qui seront basées sur à la fois le médecin généraliste, mais le pharmacien essentiellement, et les infirmiers généraux. Question? Pardon? Oui, bonjour, donc Xavier Schneider, président de CPTS et pharmacien d'officine. Pour aller effectivement dans ce sens-là et un peu plus loin, il existe une quantité d'organisations maintenant, CPTS, MSP, maison de santé pluridisciplinaire, ESP, équipe de soins primaires, jusqu'au patient lui-même avec l'ESCAP, l'équipe de soins coordonnés autour du patient, qui est un dispositif qui est peu utilisé aujourd'hui. Et est-ce que demain, il serait possible d'imaginer que cette IA générative puisse être, je dirais, ce coordinateur numérique, sans toutefois abandonner bien sûr la responsabilité de l'équipe de soins qui serait constituée autour du patient, avec le médecin toujours, je dirais, garant du bon fonctionnement de cette équipe.
Lydie, tu veux répondre? Oui. Alors, on se connaît bien, donc on a réfléchi ensemble là-dessus. Donc, justement, l'agentique, nous, c'est des choses sur lesquelles on travaille à travers un cube e-santé qui serait disponible et mobile, acheté par plusieurs communautés de communes. Donc, l'idée, c'est de se dire, et ça correspond aussi à la question sur les infirmiers libéraux à qui on demande de plus en plus d'actes, de doter ces équipes-là d'un dossier patient augmenté. Nous, on ne parle pas encore de patient augmenté, mais l'idée, c'est de dire on récupère la data de l'hôpital, la data du médecin traitant, la data du quotidien du patient et on va et du pharmacien et de tout le personnel soignant, parce que il y a aussi toutes les professions paramédicales qui sont impactées, qui ont de la donnée, parce qu'il va donner d'autres informations qu'il vous dit pas à vous, et de se dire l'IA va permettre d'avoir ce dossier patient augmenté qui permettra d'avoir de la prévention, de la personnalisation, et donc du coup via ces lieux physiques, parce que nous c'est très important pour nous de se dire il faut quand même toujours des lieux physiques où les gens se rencontrent. D'avoir des lieux physiques mobiles qui vont permettre de redonner ces données à la fois aux équipes et de répéter, de faire aller dans, j'aime pas le mot parce qu'il n'existe pas en français, dans l'empowerment du patient, où on a beaucoup parlé aujourd'hui de dire ah bah oui on lui dit de marcher, il le fait pas. La question c'est pourquoi il le fait pas. Est-ce que il veut pas le faire? Est-ce qu'il n'a pas l'environnement pour le faire? Et tant que vous n'avez pas ces données-là, vous pouvez pas adapter votre discours et du coup l'influencer correctement. Donc ces compagnons-là, ils vont forcément amener ça. Les agents et pas que l'IA. Une autre question là. Oui, je teste une question. Le DMP, en fait, en France et au Canada, pour y introduire l'IA, est-ce que c'est où est-ce qu'on en est puisqu'il y a des datas importantes dedans et qui sont sous-utilisées. DNP, c'est dossier numérique patient. Okay. On n'a pas la même appellation au Canada, ou au Québec en tout cas. Mais en fait, c'est un projet de Santé Québec et pour l'instant, ce n'est pas déployé dans le réseau de la santé. Enfin, il y a 2 tests pilotes actuellement et la prochaine étape, c'est justement de l'implanter dans tout le réseau, dont nécessairement les CHU, mais la date, c'est été 2026. Donc on peut se reparler dans 1 an, puis je pourrais vous dire comment c'est utilisé. Mais oui, en fait, l'idée, c'est surtout que ça va permettre une interopérabilité des systèmes parce que les données seront centralisées dans un même dossier, accessible par tous les établissements. Donc c'est un petit peu l'idée aussi de pouvoir collecter les données, les centraliser et les valoriser. Si je peux me permettre un ajout, en France, il y a aussi le dossier médical partagé qui est pour le coup déployé par l'assurance maladie, qui est actif. Et ça me fait penser à ce que tu disais juste avant. En fait, l'important, c'est que c'est centré autour du patient. C'est un dossier patient, c'est ses données, et c'est pour lui. Et l'utilisation de l'IA dans le DMP, elle est en question. Si je ne me trompe pas, je ne vais pas parler au nom de l'assurance maladie, mais je crois qu'elle est déjà en question, notamment pour structurer les informations qui sont remontées par les différents logiciels métiers qui y sont liés, et pour créer des messages personnalisés, notamment pour la prévention, pour la personnalisation des soins, pour que le patient il soit vraiment en capacité, en français, moi j'aime bien, on lui donne une capacité d'action et de présence et de décision même sur son parcours de santé, son parcours de vie. Alors, on a 2 questions. Ah. Pour les alarmes, est-ce que ça serait en France, il y aurait des alarmes pour les vaccinations ou pour les dépistages de cancer? Ça serait quand même bien de commencer par là. À partir du DMP, vous voulez dire? Ça pourrait être une idée, oui, tout à fait. Mais ça existe déjà. Il y a déjà, sur le DMP, il y a déjà un volet de vaccination qui est en cours. Alors, on a 2 questions. Une là, que j'avais pris. Bonjour. Alors, non? Oui? Non? Si? Ok. Bonjour à tous, merci pour cette table ronde. Alors, je cherchais ma petite conclusion depuis tout à l'heure, depuis toutes les tables rondes. Alors, je suis professionnelle de la recherche clinique, consultante, et c'est vrai que c'est un domaine qui est très réglementé. On a beaucoup de gestion documentaire, beaucoup de rédaction à faire, et on sait très bien qu'avec l'arrivée de ChatGPT et tout le reste, on peut le faire en 2 clics. Alors, donc on se retrouve avec une réglementation qui est floue sur l'IA générative. Donc, on se retrouve avec 2 types de personnes, des personnes qui le font en scred et des personnes qui le font pas parce qu'ils sont réticents, ils connaissent pas encore la réglementation, ils veulent respecter tout ce qui est éthique, etc. Donc, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça? Concrètement, est-ce qu'on peut utiliser aujourd'hui une IA qui est disponible
gratuite, ou est-ce qu'il faut attendre une révolutionnaire française certifiée HDS dans je ne sais pas combien de temps? Je suis désolée, je vais froisser des gens, mais merci. Juste une phrase, si c'est gratuit, c'est toi le produit. Non, mais après, je crois que c'est plus large la discussion, c'est-à-dire que il y a les gens qui veulent utiliser, il y a les gens qui veulent pas. Bon, mais ceux qui veulent pas, pour l'instant, ok. Ceux qui utilisent, il faut qu'on les forme, comme tu le disais, Jean-Marc, pour qu'ils ne fassent pas n'importe quoi avec. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, il faut quand même faire attention à la captation des données. Ça, c'est ce que tu viens de dire. Et ça, c'est majeur. Excuse-moi, vas-y. Je me permets de rajouter, en effet, il y a des usages qu'on connaît qui sont du shadow IT en anglais. Il y a un nom en français, mais c'est informatique de l'ombre. Ce qui est un peu stylé aussi, mine de rien. Qui fait très agent secret, bref. Et pour l'informatique de l'ombre, tout à fait, qui a un vrai risque. Et donc, les rôles, notamment des institutions, c'est de recommander, de préconiser les bonnes pratiques, notamment des usages qui seraient à proscrire. Et donc là, c'est en effet des travaux qui sont en cours parce que c'est un écosystème qui est en développement, on n'en est encore qu'au début. Donc, moi, je dirais qu'il faut surtout faire attention à ne pas mettre d'informations personnelles, encore moins d'informations médicales. Respecter le RGPD. Il y a la loi qui s'applique en fait. Donc si vous ne le faites pas, votre responsabilité peut être engagée en tant que professionnel de santé. Enfin, est engagée d'ailleurs. Et pour revenir juste sur le DMP très rapidement, ça n'a rien à voir. Parce qu'on le mentionnait, en effet, le dossier médical partagé, même s'il est déployé, il n'est pas encore toujours alimenté, ou les documents qu'il alimente ne sont pas forcément pertinents, ou en cours de construction. Et en fait, c'est l'assurance maladie qui pilote avec la DNS, la délégation du numérique en santé. L'HS, il intervient dans certains processus, notamment pour définir quelles sont les données qui sont pertinentes à partager entre tel professionnel de santé et le DMP. Par exemple, on a rendu il y a 2 ans un travail sur les données de santé au travail. Chaque employé a un dossier médical de santé au travail, vous allez voir le médecin au travail. Et il y a certaines données qu'on a recommandé à verser au DMP. Après, une fois qu'on a fait ça, ce travail un peu médical, scientifique, il y a une question de technique numérique derrière, d'interopérabilité, de mise à niveau des logiciels. Et donc ça prend du temps, il faut en être conscient. Et donc c'est des travaux qui prennent quand même un certain nombre de temps pour que sur le territoire national, tout se mette en état de marche. Et on va faire le même travaux avec la médecine scolaire, c'est-à-dire à partir des données qui sont récupérées par l'éducation nationale dans leur processus de santé envers les élèves, lesquels transférer au DMP. Donc il y a tous ces travaux de structuration pour savoir déjà quelles données on partage au DMP pour que le patient y ait accès pour sa propre incapacitation et pour que les professionnels de santé ensuite puissent l'utiliser et avoir un suivi global sans perte de données, sans perte de chance. Une autre question. Moi, je voulais juste m'adresser à la collègue canadienne pour dire, pour votre expérience là que vous avez raconté tout à l'heure sur le radiologie, le fait de pouvoir dégager une journée entière de radiologie, j'ai envie de vous dire bravo. C'est le modèle rêvé finalement de tout professionnel de santé qui souhaite un peu s'intéresser à l'innovation. Et la deuxième question qui en découle du coup naturellement, je voulais juste savoir un peu comment vous avez pu mettre ça en place et puis comment nous on peut mettre ça en place dans notre contexte un peu, on va dire, de professionnels de santé sous tension pour 2 axes finalement. Avant de devoir s'intéresser à ces outils-là, il faut d'abord se former. Donc comment trouver ce temps de formation là? Et puis voilà, c'est tout. Alors, merci pour la question. En fait, c'est une question qui est intéressante au niveau de la formation. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'appartiens à la direction enseignement et académie du CHUM. Donc, la mission première de ma direction, c'est vraiment la formation des personnels de santé. Et en particulier, à l'école de l'intelligence artificielle, on organise un tas de formations qu'on veut assez souples. Donc, peut-être que je peux commencer par votre dernière question, là, sur la formation. On essaye d'identifier les moments où les cliniciens, les professionnels de santé ont le plus de temps. Donc, c'est généralement, malheureusement, c'est des pauses lunch. Donc, du coup, on offre, par exemple, des webinaires dont Regard Croisé fait partie, ou ce qu'on appelle aussi les MIAM, les moments d'intelligence artificielle le midi, qui sont des conférences qui peuvent être suivies dans tout le monde francophone, parce que c'est vraiment en ligne et en présentiel également sur l'heure du midi. Donc ici c'est 18h je pense en France, et vous pouvez tout à fait les suivre. Mais l'idée c'est ça, c'est de pouvoir développer des activités au sein de l'hôpital pour les professionnels de santé, puis pour les sensibiliser, les former à l'utilisation de ces nouveaux outils.
Et ça passe aussi par le référentiel de compétences. Je vous ai parlé des compétences tout à l'heure. On essaie vraiment de le mettre en action. Le IAS a mis au point un référentiel de compétences. Et d'ailleurs, on a des hôpitaux français qui nous ont approchés pour justement venir présenter ce référentiel au sein de leurs responsables, enfin, à leurs responsables. Donc ça, c'est une vraie question, mais on a aussi normalement une obligation de dégager le temps de certains professionnels de santé pour la formation. C'est vraiment je dirais pour terminer, une décision, par exemple pour la libération du temps qui vient de la direction générale. Donc c'est vraiment important d'avoir le soutien, l'appui de la direction générale pour pouvoir faire ce type de projet-là, puis dégager le temps des professionnels. Concernant la formation, vous l'avez vu, c'est un élément important. Jean-Marc Béréder l'a souligné, c'est indispensable. Enfin, tous les professionnels l'ont souligné, c'est indispensable. Je ne pense pas qu'on puisse dire que les professionnels ne peuvent pas se former parce qu'ils sont débordés. Quelles que soient les spécialités, on fait tous de la formation continue. Or, actuellement, en France, on n'est pas dépourvu. Les facultés sont un peu en retard, mais pour ce qui est de la formation continue, on est bien pourvu. Il y a des modèles comme avec l'Université de Bourgogne et Patrick, des DU, DIU d'IA générative. Et puis, il y a des organismes qui vous prêtent des formations sous forme de modules vidéo capsules, que ce soit l'INES ou celle de Jean-Marc à travers, je ne sais jamais le nom, de FIAPRO. Voilà, il y a pas mal d'organismes, pour ne pas faire de la publicité, qui permettent d'assurer, et ça s'adresse à tous les professionnels, qu'ils soient, et c'est accessible à tous les professionnels, qu'ils soient infirmiers, qu'ils soient pharmaciens, qu'ils soient médecins, quel que soit le type de professionnel de santé. Et je crois qu'il faut s'investir parce que demain, si vous ne le faites pas, vous serez dépassé. En conclusion, cette table ronde doit avoir une conclusion. C'est un clin d'œil parce qu'aujourd'hui, on est dans un établissement de soins à l'origine qui date de 1463. C'est 6 siècles d'histoire et le thème de la table ronde, c'est d'essayer de se projeter dans les 5 prochaines années. Malgré tous les outils dont on dispose aujourd'hui, c'est quand même difficile de le faire compte tenu du contexte des changements rapides, mais aussi d'un contexte du 21e siècle qui est sous le signe de grandes fluctuations, que ce soit géopolitique ou économique. Et donc, le constat, c'est qu'il est important d'investir maintenant sur ce qui sera nécessaire dans les 5 ou 10 prochaines années. Et là, il y a une revue exhaustive et je souhaite remercier tous les intervenants pour leurs perspectives évoquées, que ce soit, on sait la formation des professionnels, les compétences d'aujourd'hui, mais les compétences du futur, la reconfiguration du système de santé pour le redéploiement des professionnels, les collaborations avec tous les acteurs de l'écosystème de santé. Il faut croire aussi aux collaborations internationales dont nous sommes aujourd'hui des témoins avec l'échange de bonnes pratiques, de bonne volonté. Je pense qu'on peut revenir à l'idéologie qui primait au 15e siècle avec la création des hospices de Beaune, qui était je pense de considérer l'IA comme un outil et d'augmenter les chances, ce qu'on voulait, de soigner, de prévenir et de soigner au mieux les patients. Merci à vous. Merci. Merci. Merci à toutes les personnes à la table ronde. Merci surtout à Patrick et Jean-Louis et Barbara qui ont permis de réaliser cette table ronde franco-canadienne, donc essentielle.